Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lorsqu'un profane envisage sérieusement d'entrer en franc-maçonnerie, il y a une inquiétude qui revient presque toujours, parfois même avant toutes les autres. Ce ne sont pas les rites, ce ne sont pas les symboles, ce sont les questions que l'on imagine être posées aux futurs candidats, les questions que l'on redoute, les questions auxquelles on aimerait déjà savoir répondre avant même de les avoir entendues. Cette peur est compréhensible. Nous vivons dans une société où les questions sont presque toujours associées à une évaluation, à un entretien, à un examen ou à une situation où l'on est jugé. Alors naturellement, beaucoup de profanes abordent cette phase avec une forme de tension. Ils se demandent s'il existe de bonnes réponses, s'ils risquent de dire quelque chose qu'il ne faudrait pas dire, s'ils peuvent se tromper. Certains cherchent même à se préparer comme on se préparerait à un oral. Ils lisent, ils notent, ils anticipent, ils essayent d'imaginer ce que l'on attendrait d'eux. Et c'est précisément là que le malentendu commence. Car les questions posées aux futurs candidats en franc-maçonnerie ne fonctionnent pas comme dans un cadre classique. Elles ne sont pas là pour piéger, elles ne sont pas là pour sanctionner, elles ne sont pas là pour vérifier si vous savez quelque chose. Pour comprendre comment s'y préparer, il faut d'abord comprendre pourquoi ces questions existent et surtout ce qu'elles cherchent réellement à observer. Juste avant de continuer, si ce type de vidéo vous aide à comprendre la franc-maçonnerie de façon claire, sérieuse et sans fantasme, pensez à mettre un like et à vous abonner. C'est un petit geste pour vous, mais ça m'aide énormément à développer la chaîne et à continuer ce travail. Partie 1, il n'existe pas de bonne réponse. C'est probablement le point le plus important à comprendre et aussi le plus difficile à accepter. En franc-maçonnerie, il n'existe pas de bonne réponse au sens où on l'entend habituellement. Il n'y a pas de réponse attendue. Il n'y a pas de formulation idéale. Il n'y a pas de discours modèle qui garantirait quoi que ce soit. Et pourtant, beaucoup de profanes pensent exactement l'inverse. Ils imaginent qu'il faudrait dire certaines choses plutôt que d'autres, qu'il existerait un vocabulaire approprié, qu'il faudrait montrer que l'on a compris ce qu'est la franc-maçonnerie ou ce qu'elle attend. Cette manière de voir est profondément influencée par nos expériences passées, à l'école, dans le monde professionnel, dans les entretiens, les concours, les sélections. Mais la démarche maçonnique ne repose pas sur ce type de logique. Ce qui est recherché, ce n'est pas une réponse conforme, ce n'est pas une réponse brillante, ce n'est pas non plus une réponse rassurante. Ce qui est observé, c'est la cohérence entre ce que vous dites, ce que vous êtes, et la manière dont vous le dites. Deux personnes peuvent répondre de manière totalement différente à une même question, et pourtant être perçues toutes les deux comme sincères et justes. A l'inverse, une réponse très bien construite peut parfois révéler une posture trop contrôlée, trop stratégique ou trop éloignée d'un cheminement authentique. C'est pour cette raison que chercher à préparer des réponses est souvent contre-productif. Non seulement cela ne protège pas, mais cela peut aussi créer un décalage entre le discours et la personne réelle. La franc-maçonnerie ne cherche pas des candidats qui savent répondre, elle s'intéresse à des personnes capables de se questionner. Deuxième partie, pourquoi les questions ne sont pas des pièges ? Un autre fantasme très répandu consiste à croire que les questions seraient conçues pour mettre le candidat en difficulté. Comme si l'objectif était de le déstabiliser volontairement, de le pousser dans ses retranchements ou de provoquer une erreur. Cette représentation est largement alimentée par l'inconnu. Ce que l'on ne connaît pas, on a tendance à l'imaginer plus menaçant qu'il ne l'est réellement. En réalité, les questions ne sont pas des pièges, elles sont des outils d'observation, des outils de compréhension, des outils de dialogue. Elles permettent d'ouvrir un espace de parole, un espace où le futur candidat peut exprimer ce qu'il est, ce qu'il cherche, ce qu'il comprend, mais aussi ce qu'il ne comprend pas encore. Ce qui est important ici, c'est la manière dont le candidat se situe face à la question. Est-ce qu'il cherche à répondre vite ? Est-ce qu'il prend le temps de réfléchir ? Est-ce qu'il accepte de ne pas savoir répondre immédiatement ? Ces éléments en disent souvent beaucoup plus que le contenu précis de la réponse. Certaines personnes se sentent mal à l'aise à l'idée de ne pas avoir de réponse claire. D'autres, au contraire, acceptent le doute, l'hésitation, la nuance. Et cette capacité à habiter l'incertitude est un élément essentiel du chemin maçonnique. Les questions permettent donc d'observer le rapport du candidat au doute, au silence, à la réflexion. Elles ne cherchent pas à mettre en échec, elles cherchent à comprendre. Partie 3, à quoi servent réellement les questions ? Pour bien comprendre comment s'y préparer, il faut accepter de changer de perspective. Les questions ne servent pas à évaluer un niveau, elles ne servent pas à vérifier une conformité idéologique, elles ne servent pas à mesurer une culture ou un savoir. Elles servent à observer une posture face à soi-même, une posture face aux autres et une posture face au cadre proposé. À travers les questions, ce qui est observé, ce n'est pas ce que le candidat sait,
mais la manière dont il se situe dans une démarche de questionnement. Est-il capable de parler de lui sans se mettre en scène ? Est-il capable d'évoquer ses motivations sans les transformer en discours idéalisés ? Est-il capable de reconnaître ses limites, ses doutes, ses zones d'ombre ? Ces éléments ne peuvent pas être simulés durablement. Ils apparaissent naturellement dans la manière de répondre, dans le ton, dans le rythme, dans les silences aussi. Les questions permettent aussi de voir comment le candidat écoute. Écoute-t-il réellement la question ou répond-il à ce qu'il croit qu'on lui demande ? Prend-il le temps de comprendre ou cherche-t-il à répondre rapidement pour combler le silence ? Dans un monde où tout va vite, où l'on valorise la réactivité et la performance, la capacité à ralentir, à réfléchir, à nuancer est déjà en soi révélatrice. Partie 4, les grandes familles de questions. Même s'il n'existe pas de liste de questions types, et même si aucune formulation précise ne doit être anticipée, il est néanmoins possible de comprendre la logique générale des questions posées aux futurs candidats. Ces questions ne sont jamais posées au hasard. Elles s'inscrivent dans de grandes familles, chacune ayant une intention bien précise. Certaines questions portent sur le parcours de vie, non pas pour en dresser un bilan ou pour juger des choix passés, mais pour comprendre comment une personne se raconte elle-même. D'autres questions concernent les motivations. Là encore, il ne s'agit pas de vérifier si ces motivations sont bonnes ou mauvaises. Ce qui est observé, c'est leur clarté, leur cohérence et surtout leur stabilité. Une motivation sincère n'est pas forcément spectaculaire, mais elle se tient dans le temps. Il existe également des questions qui touchent au rapport aux autres, à la capacité d'écoute, à la manière de se situer dans un échange, à la place que l'on accorde à la parole de l'autre. Certaines questions peuvent enfin déstabiliser davantage, non pas parce qu'elles sont complexes, mais parce qu'elles sortent des cadres habituels. Elles obligent parfois à ralentir, à reformuler, ou à accepter de ne pas répondre immédiatement. Toutes ces familles de questions ont un point commun. Elles cherchent à faire apparaître une posture, pas à obtenir une information. Partie 5, ce que les questions révèlent concrètement sur le candidat. À travers ces différentes familles de questions, ce qui se révèle progressivement, ce n'est pas un profil idéal, mais une manière d'être. Les questions permettent de voir comment une personne se situe face à elle-même. Est-elle capable de parler avec justesse de ce qu'elle vit ? Ou cherche-t-elle à produire un discours maîtrisé, rassurant, valorisant ? Elle révèle également le rapport au doute. Certaines personnes vivent très mal le fait de ne pas savoir répondre immédiatement. D'autres acceptent cette zone d'inconfort et prennent le temps de réfléchir avant de parler. Elles permettent aussi d'observer la manière dont le candidat réagit face à l'inattendu. Un changement de rythme, un silence, une reformulation. Ces moments sont souvent beaucoup plus révélateurs que les réponses elles-mêmes. Les questions révèlent enfin le rapport à l'ego, le besoin éventuel de se justifier, de se défendre, de se mettre en avant, ou à l'inverse la capacité à parler simplement, sans chercher à convaincre, sans chercher à briller. Tout cela ne se décrète pas, cela apparaît naturellement dans la durée et au fil des échanges. Partie 6, les erreurs fréquentes des profanes. Lorsqu'ils cherchent à se préparer aux questions, beaucoup de profanes commettent sans le savoir les mêmes erreurs. La première consiste à vouloir impressionner, en multipliant les références, en intellectualisant excessivement leur discours, en cherchant à montrer qu'ils ont compris ce qu'est la franc-maçonnerie. Or, ce type de posture crée souvent l'effet inverse. Elle donne le sentiment d'un discours construit pour plaire, plutôt qu'une démarche sincère. Une autre erreur fréquente consiste à vouloir tout contrôler, préparer des réponses, anticiper chaque question possible, chercher à éliminer toute part d'incertitude. Mais cette volonté de contrôle est en elle-même révélatrice. Elle peut traduire une difficulté à accepter le doute, le temps ou l'inconfort. Certains profanes pensent également qu'il faudrait réussir ces échanges, comme s'il existait un seuil à franchir ou une performance à accomplir. Cette logique est profondément étrangère à la démarche maçonnique. Elle peut conduire à une posture rigide, peu ouverte, peu disponible. Enfin, beaucoup confondent préparation et formatage. Ils cherchent à se conformer à une image idéaliste du candidat, au risque de s'éloigner de ce qu'ils sont réellement. Partie 7, comment s'y préparer intelligemment. Si les questions ne s'apprennent pas, si les questions ne se préparent pas, alors comment s'y préparer réellement ? La préparation n'est pas extérieure, elle est intérieure. Elle consiste d'abord à clarifier sa démarche. Pourquoi souhaite-t-on s'engager sur ce chemin ? Qu'est-ce que l'on en attend réellement ? Qu'est-ce que l'on n'en attend pas ? Cette clarification demande du temps. Elle demande de l'honnêteté envers soi-même. Elle demande parfois d'accepter que certaines motivations soient encore floues. Se préparer, c'est aussi accepter de ne pas tout maîtriser.
C'est accepter d'entrer dans un échange sans chercher à contrôler l'issue, de se rendre disponible à la rencontre. C'est enfin apprendre à écouter. Écouter les questions, écouter les silences, écouter ce qui se joue dans l'échange au-delà des mots. Cette posture ne s'improvise pas, mais elle ne se formate pas non plus. Partie 8. Pourquoi la préparation n'est pas un entraînement ? Il est important de comprendre que se préparer n'a rien à voir avec s'entraîner. S'entraîner suppose qu'il existe un objectif précis à atteindre, un résultat attendu, une performance mesurable. La préparation maçonnique, elle, vise autre chose. Elle vise à permettre aux futurs candidats d'être justes, pas d'être performants. C'est pour cette raison que certains profils très préparés échouent. Non pas parce qu'ils sont inadaptés, mais parce que leur préparation a pris la forme d'un contrôle excessif. Et c'est aussi pour cela que certains profils, plus simples, moins dans l'anticipation, parfois plus hésitants, peuvent s'inscrire plus naturellement dans la démarche. La préparation véritable n'enlève pas le doute, elle apprend à l'habiter. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Eh bien que les questions posées aux futurs candidats ne sont pas un obstacle à franchir, elles font partie intégrante du chemin. Elles ne visent pas à sélectionner les meilleurs, elles permettent d'observer ceux qui sont prêts à s'engager dans une démarche sincère, avec ce qu'ils sont et là où ils en sont. Chercher à les contourner, à les anticiper ou à les maîtriser revient souvent à passer à côté de leur sens profond. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre la logique des questions posées aux futurs candidats, il est important de préciser que YouTube ne permet pas d'entrer dans le détail de chaque étape du parcours. Dans ma formation complète, chaque phase est abordée de manière approfondie, avec des ressources spécifiques pour travailler la préparation intérieure, clarifier la démarche et éviter les erreurs les plus fréquentes. Dans le module consacré aux questions posées aux candidats, vous trouverez notamment des ressources organisées par grandes thématiques. Elles présentent les questions les plus courantes, ainsi que le sens de ces questions et ce qu'elles cherchent réellement à observer. L'objectif n'est jamais de formater des réponses, mais d'aider à se préparer intelligemment, avec lucidité et sincérité, en comprenant ce qui se joue réellement lors de ces échanges. Le lien de la formation est disponible dans la description de cette vidéo. Je mets également à votre disposition un e-book gratuit, proposé pour celles et ceux qui souhaitent commencer ce travail de réflexion à leur rythme. Le lien est également dans la description de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.